Merci beaucoup, Vincent. Madame Corpart, est-ce que vous vous sentez prête à prendre le relais? Ce qui était, je trouve, bien introduit effectivement par Vincent Berthoud qui posait quelques questions de droit. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais aborder le thème que vous avez choisi sur les ruptures parentales en partant de ma position de juriste universitaire. Donc, accompagnement, c'est pas mon rôle, mais je vais tenter de vous expliquer comment le droit accompagne ces ruptures. Alors déjà, je vais poser un peu le décor, je vais un peu aborder des notions. Alors je vais déjà aussi regarder l'heure, voilà, pour essayer de pas trop déborder. Alors les séparations. Ces ruptures familiales, elles renvoient aux séparations. Et sur ce point, qu'il s'agisse des séparations des époux, des concubins ou des partenaires avec enfants, l'approche est la même. Hein, effectivement, les réponses vont être sensiblement les mêmes. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Je voudrais juste rappeler qu'effectivement, on avait, avant 1975, notamment, une disposition qui faisait en sorte que le parent contre lequel le divorce était prononcé, le parent contre lequel un divorce pour faute était prononcé, eh bien, ne pouvait pas être gardien des enfants. Donc, on n'est plus du tout, on n'est plus du tout dans ce registre. Donc, même dans le cadre du divorce, ce sont pas les règles du divorce qui prévalent, mais le juge aux affaires familiales va alors mettre en œuvre les règles relatives à l'autorité parentale. Donc, on va parler d'autorité parentale dans tous les cas. Alors néanmoins, quand on est dans le cadre d'un divorce, il y a quelques interférences parce que dès le départ de la procédure, le JAF va prendre des mesures concernant les enfants, chez qui vont-ils vivre en attendant le divorce, comment va-t-on régler les questions financières. Donc là, ça va se faire automatiquement. Il y a un lien entre la rupture des parents, la rupture du couple et les séparations familiales. Ce qui n'est pas le cas pour les couples non mariés. Pour les couples non mariés, même dans le cadre d'un PACS où là il y avait un engagement, un contrat, la rupture se fait librement, elle se fait sans juge. Et c'est seulement si on saisit le juge aux affaires familiales pour des questions visant les enfants qu'alors on aura peut-être l'occasion d'homologuer une convention, enfin qu'on aura quelque chose de cadré juridiquement. Pour revenir encore au divorce, on note qu'il y a une très large place qui est faite aux arrangements parentaux. C'est-à-dire que si les parents se mettent d'accord, si les parents arrivent à formaliser quelque chose, que ce soit avant, dans leur pratique, avant d'être arrivé devant le juge ou pendant l'instance en divorce, bien vous pensez bien que le juge est très content. Il va entériner, il va homologuer. C'est toujours mieux si la décision du juge repose sur des arrangements qui ont été passés les parents. Et dans le cadre du divorce, il faut mettre à part le divorce par consentement mutuel. Ce divorce par consentement mutuel qui est quand même majoritaire. C'est quand même aujourd'hui le cas de divorce le plus fréquent, le moins fréquent étant le divorce pour faute en réalité. Et dans ce divorce par consentement mutuel, alors c'est la règle que les parents se mettent d'accord. Si les parents sont d'accord sur tout, sauf sur les enfants, ce divorce ne peut pas être prononcé. De même, s'ils se sont mis d'accord sur tout, sur les enfants aussi, mais pas sur le chien,
ce divorce ne pourra pas être prononcé. C'est vraiment un accord global qu'il faut obtenir. Et là, peut-être qu'une médiation familiale, on en parlera tout à l'heure, pourrait aider à ce que, eh bien, ma foi, chacun fasse un bout de chemin vers l'autre. Mais surtout, les parents quand ils sont engagés dans un divorce par consentement mutuel, ils ont envie que ça marche, hein. Ils ont envie d'aller vite. Bon. Aujourd'hui, on peut aussi faire un divorce par consentement mutuel sans juge. Donc, on commence à avoir un peu là maintenant de chiffres. Il y a un problème. Enfin, il y a une particularité. Si vous avez un couple avec enfants, avec des enfants encore mineurs, il suffit qu'il y en ait un qui soit encore mineur, et quand ils sont mineurs, que ce ne soit pas des bébés, hein, voilà, des enfants qui auraient atteint l'âge du discernement, eh bien, dans ce cas-là, il y a une particularité. Ce divorce par consentement mutuel sans juge, c'est pas comme les parents le veulent. C'est pas comme le couple le décide. Si il y a des enfants mineurs, on doit leur demander s'ils veulent être auditionnés par le juge. Donc, il y a une information nécessaire à faire. Il faut informer l'enfant qu'il a le droit d'être entendu par le juge, et s'il demande à être entendu, alors ça ne pourra en aucun cas être un divorce sans juge. Ça sera le divorce par consentement mutuel classique dans lequel le juge va homologuer. Voilà, mais pour le reste, que le couple soit marié ou pas, s'il y a des enfants, eh bien, le sort des enfants va être prévu par la loi, il va être prévu dans les textes relatifs à l'autorité parentale. Alors, si vous avez envie d'aller regarder, c'est à partir de l'article 371 du Code civil, très exactement 371-1, parce que l'article 371, c'est le texte qui dit que les enfants doivent honneur et respect à leurs parents. C'est un des textes qui nous reste du Code civil de 1804. Mais effectivement, vous allez avoir ici quelque chose qui est très fort, qui est le maintien de la coparentalité malgré le divorce ou malgré la séparation des concubins ou des partenaires. On va dire ici, on est parents pour toujours. Hein, c'est ça l'idée. Alors, ce mot coparentalité, on en parle depuis la loi du 4 mars 2002, mais cette coparentalité, de fait, elle existe depuis 1970. La loi du 4 juin 1970, elle est absolument essentielle en la matière. Enfin, quand on est une femme, on dit ça, parce que c'est la fin de la puissance paternelle, c'est la fin du chef de famille, et depuis 1970, on dit que l'autorité parentale est exercée par les deux parents. Alors, voilà, donc c'était déjà de la coparentalité, même sans le dire. Simplement, euh, ce qui va changer avec les années, par exemple, c'est que ça peut être deux mères ou deux pères. Hein, ça, c'est la loi de 2013 qui a permis qu'on adopte des enfants au sein d'un couple de même sexe. Et très prochainement, une fois qu'on aura de nouveau du temps à consacrer à la loi bioéthique, on va avoir aussi deux mères dans le cadre de l'accès à l'AMP, à l'assistance médicale à la procréation, pardon. Alors, cette coparentalité, elle suppose quand même que les deux parents aient l'autorité parentale. C'est pas si évident que ça, parce qu'on pourrait avoir des hypothèses dans lesquelles le lien de filiation n'a pas été établi en même temps. Alors, c'est quand même exceptionnel, hein, mais on pourrait avoir un père qui a réfléchi, qui peut-être aussi n'était pas au courant, peut-être que le couple n'était pas maintenu au moment de la naissance de l'enfant, etc. Donc là, si la filiation numéro 2 est établie plus d'un an après la naissance, l'autorité parentale reste au parent numéro 1. Ils peuvent le changer, mais il faut qu'ils fassent alors une démarche. Hein, c'est pas quelque chose qui est automatique. Alors, ce qui a changé en 2002, c'est que cette coparentalité
elle demeure, même si le couple se sépare. C'est-à-dire qu'on va faire une différence, on va dire que le couple parental demeure malgré la fin du couple conjugal. Et les parents restent des parents ensemble. C'est pourquoi la coparentalité va être, comment dire, mise en avant à partir de 2002. Alors, ceci dit, c'est un principe et en droit, on dit toujours, voilà, quand on énonce un principe, il y a des exceptions. On peut effectivement, on va effectivement rencontrer des hypothèses où le juge écartera l'exercice conjoint au moment de la séparation et bien sûr, si c'est un divorce pour faute, pour maltraitance, pour violence conjugale qui aurait affecté des enfants, des violences sexuelles contre les enfants, enfin toutes ces situations peuvent effectivement amener le JAF à prendre la décision de ne pas maintenir la coparentalité à ce moment-là et on va sûrement dans les prochains temps avoir les retombées du confinement et on va avoir des situations de ce genre-là, des divorces qui vont être prononcés, des divorces qui reposeront sur des violences, sur des situations douloureuses vécues pendant le confinement. Donc le juge peut effectivement, si l'intérêt de l'enfant le commande, c'est la formule qu'on va trouver dans le texte, peut à ce moment-là confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents. L'exercice, ça veut dire que l'autre a quand même encore toujours des droits, hein, et il doit être informé, il conserve le droit de surveillance et le devoir de payer la pension alimentaire. Et on peut avoir encore des situations très graves où on est carrément allé jusqu'au retrait de l'autorité parentale, hein. Donc là, effectivement, il y a juste encore le paiement de la pension alimentaire parce que la pension alimentaire, elle est liée au fait qu'on est le parent, donc liée à la filiation. C'est pas à l'autorité parentale que c'est lié. Voilà, donc si je mets cette hypothèse à part, hein, voilà, soit qu'il n'y avait pas dès le départ deux parents qui avaient l'autorité parentale, soit qu'il n'y en a plus qu'un qui a l'autorité parentale. Donc dans les hypothèses où les deux parents conservent l'autorité parentale, donc on dit que l'exercice est conjoint, que la coparentalité demeure, mais le problème c'est que les parents ne vivent plus ensemble. Donc il faut maintenant organiser la coparentalité malgré la distance, hein. C'est ça comment dire, c'est là où la loi va être importante. Alors il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs niveaux à voir ici parce que effectivement on doit d'abord se poser la question de la résidence de l'enfant. La résidence de l'enfant parce que là il y a des règles qui vont s'appliquer. Je fais juste une petite parenthèse juridique. Domicile et résidence, c'est pas la même chose. Pour le commun des mortels, c'est la même chose, mais en droit, vous pourriez avoir une personne qui est affectée juridiquement à un lieu, qui a son principal, c'est le lieu principal de ses intérêts, et qui habite ailleurs, hein, qui réside ailleurs. Et pour les enfants, normalement, les enfants sont domiciliés chez leurs parents tant qu'ils sont mineurs. Mais là, on n'a pas, on n'a pas dans la loi un texte qui nous dit où est le domicile de l'enfant quand ils sont séparés. Il y avait déjà eu une tentative de faire une réforme là-dessus, mais elle n'a pas abouti. Mais peu importe, on se place sur le terrain de la résidence. En matière de résidence, on a deux hypothèses. Résidence habituelle de l'enfant chez l'un des parents, résidence alternée. La résidence alternée, avant 2002, c'était pas autorisé. La Cour de cassation avait retoqué des juges du fond, d'ailleurs, qui l'avaient mis en place. Aujourd'hui, c'est le choix numéro un
du législateur, mais c'est pas la réalité, hein. On a à peu près 20% des familles qui optent pour la résidence alternée. Et là, je rejoindrai ce que vous disiez, Sébastien, parce qu'il y a une différence entre les grandes villes et la campagne. C'est surtout dans les grandes villes qu'on trouve les couples qui choisissent la résidence alternée. Dans ce contexte, donc il y a un choix à faire. Ce choix, il va être fait par les parents eux-mêmes, mais sinon c'est le juge qui intervient, et le juge tient compte d'un certain nombre de paramètres, notamment de l'entente entre les parents, parce que c'est pas possible d'imaginer une résidence alternée dans laquelle il y ait effectivement trop de conflits encore. Et puis il y a également le problème de la distance, hein. Si vous avez un des parents qui est reparti dans son pays d'origine, évidemment on oublie, et même s'il est à 100 km, les 100 km on connaît, hein, mais ça va être difficile, parce que par hypothèse les enfants sont scolarisés et il faudra permettre à l'enfant de pouvoir rester dans la même école, à défaut d'habiter dans le même appartement. On a aussi un point important: ne pas séparer les fratries. Alors c'est aussi un principe avec des exceptions, mais en aucun cas on va dire monsieur prend son fils, madame prend sa fille. Hein, c'est pas du tout ainsi que l'on va organiser les choses. Ensuite, on organise le droit de visite et d'hébergement, puisque par hypothèse, si on est dans la résidence habituelle, il faut maintenir les liens avec les deux parents. Dans la résidence alternée, il n'y a pas besoin, puisque c'est effectivement alors une semaine, 2 semaines, un mois. On pourrait imaginer que ce soit une alternance aussi par année, hein. Ça se fait pour des parents, des couples mixtes, comme on dit, quand il y a un parent qui vit à l'étranger. Mais donc dans le cas des résidences habituelles, ce droit de visite, c'est un droit de visite et d'hébergement. C'est un droit, ça devrait être un devoir. Là, malheureusement, on ne peut pas contraindre un parent. On peut contraindre un enfant à aller à, chez son parent, hein, même s'il ne veut pas. Je reparlerai de la parole un petit peu plus loin, la parole de l'enfant, mais c'est quand même la réalité. Mais malheureusement, des parents qui ne respectent pas, voilà, qui ne se manifestent pas pendant les vacances, qui ne prennent pas leur enfant un week-end sur 2 ou un week-end par mois, etc., il n'y a pas de sanction dans ce cas-là. On a une sanction contre le parent qui refuserait de laisser partir son enfant. Et là, pendant le confinement, la question s'est posée, parce qu'il y a pas mal de parents, alors notamment des mamans, qui voulaient prendre prétexte de ce confinement en disant puisqu'on est confiné, mon enfant restera chez moi tout le temps. Il n'y aura pas un week-end pour l'autre parent, et voire d'ailleurs dans le cadre de l'alternance. Ça n'a pas été validé, hein. Et on avait le droit, pour des motifs impérieux, familiaux, etc., on avait le droit de partir de chez soi, et on pouvait être condamné pour non-présentation d'enfants, même pendant le temps du confinement. Alors ceci dit, le droit de visite pourrait être écarté pour des motifs graves, hein. Si effectivement on était sur des violences faites à des enfants, évidemment, on va pas mettre en place ce droit de visite. On peut aussi, et c'est quand même très important, mais vous les praticiens, vous le savez bien mieux que moi, on peut aussi recourir au droit de visite médiatisé. Ce droit de visite médiatisé pouvant être d'ailleurs un tremplin pour essayer de remettre les choses en place. Alors, c'est quoi la coparentalité quand on est séparé, hein? Ça se matérialise comment? Il faut effectivement que chaque parent respecte l'autre.
chacun a le droit de garder des liens avec les enfants et ça veut dire que l'autre parent doit lui garantir des liens. Ils doivent se garantir réciproquement ces liens. Ensuite, les décisions importantes doivent être prises ensemble. On va opposer à cela les actes usuels. Donc, c'est sûr que si on va chez le dentiste, on n'est pas obligé de demander à son ex-conjoint une autorisation. Mais si, par exemple, c'était la mise en place d'un traitement pour un cancer ou une opération chirurgicale pour rester dans le domaine médical, c'est une décision grave pour laquelle il faut l'accord des deux. Prendre un autre exemple, vous voulez changer son prénom, vous voulez changer son nom, c'est une décision grave. Une circoncision devrait aussi être décidée par les deux parents. Le problème qu'on va rencontrer en la matière, c'est qu'il n'y a pas de définition. Dans le Code civil, le législateur s'en remet s'en remet au juge, hein, à la bienveillance du juge, mais aussi à sa sagacité. Et effectivement, c'est mieux qu'il n'y ait pas de définition parce que ça va permettre de se caler, ça va permettre d'avoir vraiment une réponse qui soit adaptée à la solution qu'on doit engager. Alors, cette coparentalité, il faut se respecter, etc. Si l'un des parents ne respecte pas l'autre, il peut y avoir une sorte de sanction civile, c'est-à-dire que le juge pourrait modifier la résidence. Vous aviez la résidence chez vous, mais vous faites obstacle à ce que votre enfant continue à voir l'autre parent. Eh bien, l'autre parent peut saisir le juge une nouvelle fois, et on peut-être mettre en place une résidence alternée, peut-être plus probablement fixer la résidence chez l'autre parent. Et là, c'est l'intérêt de l'enfant qui va être la clé, hein. On va effectivement faire au maximum en sorte que l'intérêt de l'enfant soit préservé. Et ça sera aussi le cas si il y a un conflit avec des grands-parents, parce que à partir du moment où on est séparé, l'enfant doit continuer à avoir des liens avec toute la famille et les grands-parents peuvent faire une action de leur côté pour revendiquer cela. Alors, c'est le droit de l'enfant d'avoir des relations avec ses grands-parents, néanmoins depuis 2002, mais en réalité, ça change pas grand-chose hein, par rapport à ça. Alors, dans les points qu'on va régler, il y a la question des aspects financiers. Donc là, il y a parfois des enfants qui ont un patrimoine, hein, qui sont à la tête de biens et là, les deux parents gèrent le patrimoine, continuent de prendre des décisions ensemble, par exemple s'il fallait vendre un bien, mais pour les parents séparés, c'est surtout la question de la pension alimentaire. La pension alimentaire, elle est prévue pour tout enfant, qu'on vive avec lui ou qu'on ne vive pas avec lui. Ça pourrait être une pension alimentaire versée à un enfant majeur qui fait des études, qui ne cohabite plus. Enfin, on a ici une disposition qui n'est pas liée seulement à l'autorité parentale, qui est liée au fait qu'on est parent. On a une formule qui dit qui fait l'enfant le nourrit et il faut le nourrir tant qu'il est dans le besoin. Et ce besoin, ben, ça peut dépasser l'âge de la majorité, c'est tout le temps des études, c'est tout le temps où l'enfant serait dans le besoin, n'aurait pas encore trouvé de travail. Et si un parent ne veut plus payer, c'est à lui de démontrer que les circonstances ont changé et que l'enfant n'est plus dans le besoin. Alors dans toutes ces démarches, je voudrais juste terminer sur sur le rôle du juge. Le JAF a ici un rôle très important, c'est lui qui est le garant des intérêts de l'enfant, mais pour décider, il va quand même entendre l'enfant.
Hein. Il y a un aspect, il y a une étape très importante par rapport à ça. Alors, entendre l'enfant, ça suppose que l'enfant ait un certain âge, mais c'est pas 13 ans, comme on le dit parfois. C'était 13 ans dans une vieille loi de la loi Malhuret de 87. Depuis, on fait référence au discernement, à la maturité, et ça varie en fonction des enfants. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un enfant de 8 ans qui est tout à fait mature. Hein. Donc, c'est pas seulement les adolescents. Et là, il y a un point d'entrée important, c'est que l'enfant est entendu, l'enfant peut demander à être entendu, mais il ne décide pas. Hein, c'est simplement, il peut faire connaître son avis. Alors, dans toute procédure le concernant, il peut demander à être entendu, donc notamment dans tout ce qui concerne la séparation de ses parents, mais pas le divorce de ses parents en tant que tel, mais les retombées pour lui, savoir où il va vivre, dans quelle école il va aller, etc. Là, il peut demander à être entendu et le juge peut, de son côté, aussi demander à l'auditionner. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, il y a le cas particulier du divorce par consentement mutuel sans juge. En tout cas, la parole, c'est important, mais c'est pas du tout le seul élément que le juge va rassembler. Hein. Le juge tient aussi compte de la pratique des parents. La pratique, ça peut être des solutions que les parents ont trouvées, mais ça peut être une convention, un arrangement familial. Le juge peut avoir homologué cette convention. Le juge tient compte de l'aptitude des parents à s'occuper de l'enfant, mais aussi à respecter l'autre. Hein, l'aptitude à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre parent. Il peut y avoir des expertises, il peut y avoir des enquêtes sociales. Alors, bien sûr, ça va dépendre là du contexte et des pressions, des violences qui auraient été exercées. Là aussi, l'aliénation parentale, le juriste a été obligé d'en prendre acte. Toutes ces décisions ne sont pas définitives. On est, on fait le point au moment de la rupture, parce qu'il faut bien décider du sort des enfants, et c'est surtout parce qu'on veut savoir quelle pension alimentaire on va verser, mais il sera possible de faire une nouvelle demande plus tard pour décider du lieu de vie, pour rétablir peut-être un droit de visite qui avait été suspendu, pour modifier la pension alimentaire, parce que c'est pas la même chose de payer une pension alimentaire pour un collégien, un lycéen et un universitaire. Voilà, toutes ces dispositions, elles ont une limite, c'est que si jamais l'enfant est en danger, on passe à l'assistance familiale, à l'assistance éducative. Hein. Là, bien sûr, c'était pas mon propos ici, mais il faut quand même en parler. Qu'on peut avoir besoin aussi de la médiation familiale, et je vais faire comme ça la passerelle avec l'intervention suivante, mais peut-être dans les questions que l'on aura tout à l'heure, on pourra se poser la question du Covid, hein, quelles étaient les difficultés particulières qui ont pu être rencontrées, parce que tout ça, bien sûr, c'est pas simple. Hein, et évidemment, voilà, le juriste, il a ses règles, il a un protocole, mais je pense quand même que les juges ont évolué. Le juge aux affaires familiales, c'est quelqu'un qui a une écoute et qui, alors bien sûr, on pourrait regretter qu'il n'y ait pas plus de cours de psychologie pendant la formation des juristes. Il n'y en a pas du tout à la fac, il y en a après, un petit peu quand on a réussi le concours de la magistrature. Mais voilà, je crois quand même qu'on peut dire que les choses évoluent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Corpart, de cette conclusion positive sur l'évolution des choses. Alors, j'ai deux questions qui
ont été inscrites dans le fil de conversation que je me propose de vous relayer tout de suite avant qu'on fasse la pause, ce qui n'empêchera pas de rediscuter encore après l'intervention de Madame Alès. Une question relative au dépôt des dossiers MDPH quand un parent s'y refuse. Je pense que vous y avez en partie répondu ensuite, mais je vous la formule quand même. Quoi un dossier MDPH? Alors, c'est les dossiers qu'on dépose à la maison départementale des personnes handicapées pour faire reconnaître un handicap et demander des allocations compensatrices par rapport à un handicap. Je pense que c'est un peu la même question que celle des soins hein, que vous évoquiez tout à l'heure. Quand un parent s'y oppose, comment est-ce que l'autre parent peut intervenir? C'est en fait la décision va être prise par l'autorité qui règle tout ça, qui normalement devrait tenir compte du fait que si un enfant a deux parents qui exercent tous les deux l'autorité parentale, il faut dans le dossier la signature des deux. Enfin, normalement, donc un parent, enfin une autorité peut dire, ben, moi j'étais pas, voilà, j'étais pas au courant, j'ai pas pensé que peut-être il y avait un conflit entre les parents. Mais si un des parents a averti l'autorité, ben, quelque part, voilà, il faudra faire un recours hein, derrière. Hein, ça ne va pas se résoudre tout seul si voilà, l'autorité n'entend pas cela. Mais en tout cas, voilà, moi je conseille vivement. C'est pareil avec l'éducation nationale d'ailleurs. Hein. Si vous faites savoir que vous n'êtes pas d'accord, on doit tenir compte du désaccord parce qu'on est sur la coparentalité. Merci beaucoup. Une autre question relative au renoncement à l'autorité parentale. Est-ce qu'on peut renoncer à l'autorité parentale qu'on a sur un enfant? Oui, alors on va appeler ça en droit une délégation d'autorité parentale. Hein, donc effectivement, alors il peut y avoir une délégation volontaire où on délègue l'autorité parentale par choix. Hein, alors ça se fait avec le juge hein, quand même. Hein, voilà, c'est une décision judiciaire. Mais sinon, ça peut être une délégation forcée. On a ça aussi. On n'est pas encore sur le retrait, mais le retrait d'autorité parentale, mais ça s'en rapproche. Et des cas de délégation d'autorité parentale, il y en a pas mal dans les familles recomposées. Où vous avez, il faut l'accord de tout le monde, hein, enfin de tout le monde, des adultes, hein, donc des deux parents et de celui qui voudrait être comment dire, recevoir l'autorité parentale. Mais oui, c'est une décision qui peut être prise et qui n'est pas définitive non plus. Hein. On peut faire marche arrière. En revanche, on ne peut pas renoncer à sa filiation. On ne peut pas renoncer au lien de filiation, sauf à faire une action en contestation de filiation. Mais alors là, ça veut dire que vous pouvez prouver que vous n'êtes pas le parent génétique. Hein. Bon, voilà, ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec le débat. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Mais... Une autre question, puis après on fera une pause et je vous laisserai peut-être, parce qu'il y en a d'autres qui apparaissent au fil de l'eau, je vous laisserai peut-être les consulter pour compléter. La question du droit ou du devoir de garde. On entend souvent un débat autour de ces parents qui ont un droit de pouvoir accueillir leurs enfants des week-ends et compagnie, mais qui n'y sont pas contraints. Et de la même manière, comment est-ce qu'un ado, par exemple, est contraint ou pas d'aller chez le parent qui a un droit de week-end ou de vacances, par exemple? Alors, je l'ai évoqué ça tout à l'heure, hein, en disant que on n'a aucun moyen d'obliger un parent à garder des liens avec son enfant et c'est bien regrettable. Là, je serais bien militante là-dessus, voilà, pour dire que ça c'est un problème. Euh, alors on dit plus garde, mais bon, allez, je vais vous l'accorder. Le terme de garde n'apparaît plus dans la définition qui est celle de l'autorité parentale depuis 2002. Donc il n'y a plus de parents gardiens, il n'y a plus de garnets,
je l'ai même déjà lu dans des décisions de la Cour de cassation, hein, donc voilà. Mais on va dire exercice de l'autorité parentale, hein, voilà, c'est cette expression-là, exercice conjoint. Alors, lequel des deux parents s'est vu attribuer la résidence, etc. Donc, effectivement, là, il y a une brèche dans le droit. Il n'y a pas de réciprocité. L'enfant, à tout âge, peut se voir imposer d'aller de rencontrer l'autre parent, les grands-parents, enfin voilà. Il peut se voir imposer jusqu'à sa majorité. Et à l'inverse, si, voilà, si le parent, lui, a coupé les liens, voilà, on fait rien. Mais le problème, quand un enfant refuse d'aller voir l'autre parent, c'est que le parent avec lequel il vit risque lui, d'être poursuivi pour non-représentation d'enfant, hein. Voilà, c'est comme ça que ça va se traduire. Alors la seule chose qu'on peut faire, c'est tenter de faire changer les choses. Donc, on peut saisir le juge aux affaires familiales en disant: «Les circonstances ont changé», hein, en disant, voilà, mon père, tout d'un coup, il veut me voir, mais il m'a pas vu pendant 2 ans, donc moi j'ai pas envie d'aller le voir. Enfin, là, on peut faire une nouvelle procédure. C'est tout ce qu'on peut faire. Merci beaucoup pour ces précisions complémentaires. Je propose qu'on fasse une pause de 10 minutes afin que chacun puisse s'aérer et autres nécessités un petit peu. Ça permettra que vous puissiez prendre connaissance des questions qui arrivent encore. Et puis, on reprend donc à 10h57, presque 11h, avec Madame Alès et on terminera par un temps d'échange avec vous trois. À tout de suite. Merci beaucoup. Une des questions qui nous était posée, alors Madame Corpart, je ne sais pas si vous êtes toujours là. J'ai tout branché, c'est bon? Ok, super, je vous entends. Il y avait une question sur l'autorisation de sortie de territoire, hein? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai été chercher l'article dans le Code civil, hein. Donc, voilà, je vais pouvoir vous dire que c'est l'article 373-2-6 alinéa 3. Et parmi les compétences du JAF, il a effectivement la possibilité d'ordonner une interdiction de sortie de territoire sans l'autorisation des deux parents. Donc là, effectivement, quand on a un conflit, et c'est beaucoup d'hypothèses de couple mixte, donc un des parents français, un parent étranger, et on a peur qu'un des parents, à la faveur des vacances, par exemple, parte avec l'enfant, ne revienne plus, etc. Et on peut effectivement demander au juge cette interdiction et ça sera marqué sur le fichier des personnes recherchées. Donc, ça veut dire qu'aux frontières, on va repérer les personnes qui partent avec leur enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une autre question sur je l'entends comme la hiérarchie des compétences entre JAF et juge des enfants en cas de violence et la façon dont ils communiquent entre eux. Alors, bon, ça, j'avoue que je ne sais moi-même pas trop comment ils communiquent entre eux, mais à partir du moment où il y a danger, ça passe effectivement, le dossier passe au juge des enfants, mais le juge des enfants, normalement, il doit tenir compte de ce qui a été, de ce qui avait été mis en place par le JAF. Mais voilà, pour le reste, c'est compliqué, hein, je sais bien. J'ai pas de réponse.